Hello and welcome to another episode of Indian Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez notre émission, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez cette émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité très spécial de ce soir, le professeur Victor Gao. Le professeur Gao est avocat, homme d'affaires et universitaire chinois, vice-président du Center for China and Globalization basé à Pékin. Il a également été traducteur pour le dirigeant chinois Deng Xiaoping. Professeur Gao, bienvenue dans India and Global Left. Professor Gao, welcome to India and Global Left. Merci beaucoup. Bonsoir. En général, je ne commence pas par des questions sur les médias, car cela peut parfois être très distrayant. Mais j'imagine que, puisque nous voulons comprendre les relations internationales du point de vue chinois, il me semble très difficile de le faire de manière pertinente, sans comprendre la guerre de désinformation contre la Chine, qui est très répandue dans les médias occidentaux. Je ne parle même pas du cirque télévisé indien. C'est un tout autre sujet, et nous y reviendrons plus tard lorsque nous discuterons des relations entre l'Inde et la Chine. Mais parlons plutôt des médias occidentaux, plus hégémoniques, avec lesquels vous avez eu des échanges. Donc, si vous pouviez nous dire, quel est votre ressenti sur la façon dont ils fabriquent la désinformation à propos de la Chine? Tout d'abord, d'une part, la Chine, depuis 1968, a connu une transformation immense, principalement bénéfique. Le développement chinois a apporté d'énormes avantages au peuple chinois, ainsi qu'aux pays qui ont interagi avec la Chine sur un pied d'égalité. C'est la grande tendance de notre époque. D'autre part, si l'on écoute ou lit vraiment les médias occidentaux à propos de la Chine, on obtient une image complètement différente de ce qu'est réellement la Chine. Il existe une xénophobie envers la Chine. Il y a énormément de déformations, de désinformations, voire de fausses informations concernant la Chine. Il semble que les médias occidentaux, en particulier, s'acharne à décrire la Chine d'une manière totalement déconnectée de la réalité et fortement déformée, afin d'atteindre certains objectifs géopolitiques ou politiques, pour désinformer les populations des pays occidentaux et les détourner des réalités sur le terrain vers une fausse perception de la Chine. Maintenant, l'objectif général, je suppose, est vraiment de freiner l'ascension pacifique de la Chine. Quant à la façon dont tant de reportages ou de médias occidentaux peuvent chanter à l'unisson, nier les réalités concernant la Chine et déformer ce qu'est réellement la Chine, cela reste pour moi un mystère. Cependant, maintenant que nous sommes tous au courant du démantèlement de l'Agence américaine pour le développement international, nous savons plus ou moins qui orchestre réellement tous ces reportages négatifs sur la Chine. Maintenant, qu'il s'agisse effectivement de l'USAID ou de quelqu'un d'autre, cela reste encore à prouver. Cependant, je dirais que si vous vous fiez vraiment aux reportages occidentaux, principalement la presse écrite ou la télévision, etc., vous n'obtenez pas une image fidèle de la réalité en Chine. Vous recevez de la désinformation ou de la mésinformation. Et j'espère que les gens des pays occidentaux, en particulier, et du monde en général, chercheront vraiment à obtenir des informations de première main sur la réalité en Chine. Quelles sources d'informations les gens peuvent-ils consulter s'ils veulent mieux comprendre la Chine, mais qu'ils ne lisent ni ne parlent le chinois? Actuellement, la Chine a accordé une exemption de visa à plus de 40 pays dans le monde et les citoyens de ces pays peuvent voyager librement en Chine sans visa et y séjourner jusqu'à environ 30 jours. Je pense que leurs enregistrements
leurs reportages et leurs écrits sur ce qu'ils voient et vivent en Chine constituent des témoignages de première main sur la réalité du pays. Donc si vous avez accès à ces rapports, principalement sur les réseaux sociaux, je vous encourage à les consulter. Maintenant, si vous pouvez vous permettre un vol vers la Chine depuis n'importe quel coin du monde, avec l'exemption de visa ou en passant par le processus de demande de visa et en obtenant un visa avant de venir en Chine, j'espère vraiment que vous ferez ce voyage. Je pense que cela changera votre opinion. Cela changera votre perception de la Chine. De plus, cela vous permettra de redécouvrir à quel point notre monde est riche et ce que signifie réellement cette diversité de l'humanité, ainsi que la manière dont la Chine a contribué positivement à la diversité, au développement, ainsi qu'à la multipolarité du monde dans lequel nous vivons tous. Alors, éloignez-vous des soi-disant médias méchants des agences de presse occidentales à propos de la Chine. Fiez-vous aux témoignages de première main de personnes qui ont voyagé en Chine, qui ont vu la Chine de leurs propres yeux. Ils offrent une alternative bien meilleure à la version erronée de la Chine. Venons-en à la relation entre les États-Unis et la Chine. Ma question pour vous est la suivante. Pensez-vous que ce que nous voyons avec cette nouvelle administration à Washington, c'est l'administration Trump qui bouscule un ancien système, et que ce qui se joue dans les relations sino-américaines fait partie de ce bouleversement de l'ancien ordre? Ou bien pensez-vous que ce que nous observons entre la Chine et les États-Unis correspond à ce que nous avons vu depuis au moins une décennie, cette politique agressive de confinement de la Chine? Eh bien, si l'on regarde l'administration Trump, qui est entrée en fonction le 20 janvier de cette année, en particulier depuis la déclaration des droits de douane le 2 avril, je dirais que l'administration Trump a véritablement lancé une guerre tarifaire anti-chinoise sans précédent, probablement la plus vaste jamais vue, ainsi qu'une guerre tarifaire contre le reste du monde, surtout depuis le 2 avril. Dans ce contexte, je pense que l'administration Trump est déterminée à détruire le libre-échange et à essayer d'instaurer ce qu'elle appelle le commerce équitable. Mais je dirais qu'il ne peut pas y avoir de commerce équitable sans libre-échange au départ. Et la Chine relève le défi et devient le champion et le porte-étendard de la défense du libre-échange. Cela distingue vraiment la Chine des États-Unis. Et je pense que le reste du monde, qui a également souffert des vents contraires provoqués par cette guerre tarifaire antimondiale lancée par l'administration Trump, peut voir de ses propres yeux quel pays agit correctement. Je veux dire, la Chine agit correctement en défendant le libre-échange. Et quel pays agit mal? Je veux dire, les États-Unis agissent mal en détruisant le libre-échange. Je dirais qu'en défendant le libre-échange, la Chine défend non seulement les intérêts légitimes du peuple chinois, mais aussi ceux de tous les pays du monde. Et ironiquement, la Chine défend également les intérêts légitimes de la majorité du peuple américain. Car je crois sincèrement que les Américains, des gens décents, des gens dignes, ne veulent pas payer les droits de douane que le président Trump et son gouvernement imposent. L'administration Trump ne dit pas la vérité au peuple américain. Les droits de douane imposés par le gouvernement américain seront payés par les Américains. Il s'agit essentiellement d'un impôt sur le peuple américain, et les droits de douane payés par les Américains au gouvernement américain ne rendront pas l'Amérique plus riche ni plus grande. Cela va vraiment perturber les relations économiques à l'intérieur des États-Unis, ainsi qu'entre les États-Unis et de nombreux autres pays dans le monde. Et j'espère que le peuple américain se rendra compte de la folie, de la stupidité, de toutes ces saisies de droits de douane,
car elles ne sont pas les panacées que nous avons décrites. Elles ne rendront pas l'Amérique à nouveau grande. Nous sommes donc au milieu de cette guerre tarifaire sans précédent, de la plus grande ampleur, lancée par les États-Unis contre le reste du monde, et contre la Chine en particulier. Et j'espère que tous les pays feront ce qu'il faut en défendant le libre-échange. Et dans quelle mesure s'agit-il de droits de douane lorsqu'il s'agit de la Chine? Et dans quelle mesure s'agit-il de cette politique plus large de confinement de la Chine? Parce que je pense qu'il est un peu trompeur de voir cela uniquement comme une question de droits de douane, en particulier en ce qui concerne la Chine. Peut-être qu'avec d'autres pays, oui, peut-être pas. Mais avec la Chine, on observe un confinement agressif, comme la restriction de la vente de technologies de pointe. Il y a eu récemment quelques assouplissements concernant la vente de puces Nvidia, mais cela fait partie de ces négociations ponctuelles et à court terme. Le confinement plus large, en ce qui concerne le transfert de technologies et l'encerclement de la Chine par des alliances militaires, dure depuis assez longtemps, au moins une décennie, voire plus. Comment voyez-vous les droits de douane comme faisant partie de ce vaste ensemble visant à freiner l'ascension pacifique de la Chine? Bien sûr, la guerre tarifaire anti-Chine et la guerre tarifaire anti-monde lancée par le gouvernement américain n'existent pas dans un vide. Elles sont étroitement liées à ce que vous avez décrit comme une tentative de contenir la Chine ou de la mettre à terre. Cependant, du point de vue chinois, chaque fois qu'un pays ou un groupe de pays dans le monde parle de contenir la Chine, nous ne pouvons nous empêcher de sourire. Vous savez, la taille de l'économie chinoise en termes de parité de pouvoir d'achat représente déjà environ 130% de celle des États-Unis. La Chine produit plus de 2,5 fois plus d'électricité que les États-Unis. Et l'électricité chinoise destinée à l'industrie est plus de 6 fois supérieure à celle utilisée à des fins industrielles aux États-Unis. La Chine produit plus de fer et de charbon, plus de fer et d'acier que les 10 ou 11 pays suivants réunis. La production industrielle chinoise dépasse celle des États-Unis, du Japon, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de la Corée du Sud réunis, voire même davantage. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais si vous appliquez vraiment une mesure objective de ce qu'est la Chine aujourd'hui, vous conclurez comme moi qu'il est impossible de contenir la Chine. Toute tentative de contenir la Chine est vouée à l'échec avant même d'avoir commencé. La Chine est une méga-tendance avec laquelle tout le monde doit s'engager dans la dignité, l'égalité et pour un bénéfice mutuel. Je dirais donc que si le gouvernement des États-Unis veut vraiment contenir la Chine, la mettre à terre ou faire dérailler son essor pacifique, il est voué à l'échec. Je les exhorterai même à ne pas essayer, car c'est une tentative totalement vaine. Dans le monde d'aujourd'hui, la Chine est une méga-tendance. Que vous aimiez la Chine ou non, il faut composer avec elle et chercher à s'engager pour un bénéfice mutuel. Toute tentative d'isoler ou de contenir la Chine sera vouée à l'échec. Permettez-moi d'aborder la question de la manière dont la Chine se projette sur la scène internationale. Et pour préciser un peu la question, si je peux me concentrer un instant sur l'Asie de l'Ouest. Certaines personnes, principalement à gauche je suppose, estiment que dans le cas de la Palestine, la Chine pourrait faire davantage. Elle n'a pas fait tout ce qu'elle aurait pu faire. L'exemple donné est que lors du récent sommet de La Haye, où la Chine avait également envoyé un représentant, elle n'a pas signé l'un des documents qui a été signé par 12 membres déterminés à imposer des sanctions à Israël. Maintenant, en posant cette question, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, en particulier en Palestine,
où il n'existe pas d'État à proprement parler pour aider les Palestiniens. Mais cela constitue un ensemble de préoccupations. Il y a également des spéculations sur le rôle que la Chine pourrait jouer à l'avenir dans des endroits comme l'Iran, par exemple. Si ce pays devait faire face à une nouvelle guerre illégitime menée par les États-Unis et Israël. Je me demande quelles sont les discussions au sein des cercles politiques à Pékin et ailleurs en Chine concernant le futur rôle de leadership du pays face à ces formes exceptionnelles d'injustice dans le monde. Tout d'abord, lorsqu'on parle de défendre les intérêts légitimes du peuple palestinien, ou de promouvoir la solution à deux États pour la Palestine, par exemple, il n'existe pas de défenseur plus acharné des intérêts légitimes du peuple palestinien que la Chine. La Chine a toujours soutenu les intérêts légitimes du peuple palestinien, y compris la solution à deux États. La Chine agit ainsi au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies, dans toutes les organisations internationales, ainsi qu'au niveau bilatéral, par exemple entre la Chine et toutes les factions du côté palestinien. Et la Chine a fait pression contre les mouvements sionistes, par exemple en Israël. La Chine a appelé Israël, le gouvernement et d'autres, à mettre fin aux atrocités commises contre des personnes innocentes, des civils à Gaza, ainsi qu'aux meurtres et crimes contre l'humanité perpétrés par Israël contre le peuple palestinien. Maintenant, si vous pouvez trouver un défenseur plus fort ou plus acharné du peuple palestinien, faites-le moi savoir. Je ne pense pas que vous réussirez à trouver un défenseur plus acharné du peuple palestinien. Vous avez également mentionné l'Iran. Du point de vue chinois, l'Iran est un grand pays, avec un grand peuple et une grande civilisation, et il doit être pleinement respecté. Personne au monde ne devrait être autorisé à vraiment intimider le peuple iranien. Le peuple iranien et son gouvernement ont pleinement le droit à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Aucun pays n'a la légitimité d'accuser l'Iran de tenter de fabriquer une bombe nucléaire sans preuve concrète, surtout un pays comme Israël, qui a développé illégalement ses propres armes nucléaires et a menacé d'utiliser des armes nucléaires contre plusieurs pays du Moyen-Orient. Adopter ce deux poids, deux mesures en accusant l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire est inacceptable. En ce sens, la Chine, une fois de plus, est un ardent défenseur des intérêts légitimes du peuple et du gouvernement iranien, et elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour inciter la communauté internationale à faire de même, à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran. La Chine continuera d'agir ainsi, et elle continuera d'appeler Israël et les États-Unis à ne pas recourir à des moyens militaires pour attaquer l'Iran de manière illégale et illégitime. Quels que soient les différends entre l'Iran et Israël, ou entre les États-Unis et l'Iran, ils doivent être résolus pacifiquement par la diplomatie et les négociations. Je pense que vous ne trouverez pas de défenseur plus ferme des intérêts légitimes du peuple iranien que la Chine. La Chine poursuivra dans cette voie et n'autorisera jamais des pays comme Israël ou les États-Unis à commettre des actes répréhensibles en lançant des guerres illégales contre l'Iran ou en tentant de détruire les installations nucléaires à usage civil en Iran, ce qui serait contraire au droit international et à l'utilisation pacifique des ressources nucléaires adoptées par la communauté internationale. Cela inclurait-il également un soutien matériel sur le terrain pour l'Iran? Eh bien, la Chine et l'Iran entretiennent des échanges commerciaux normaux et mutuellement bénéfiques. Nous nous soutenons mutuellement de plusieurs façons, et je ne serais pas surpris que la Chine poursuive de telles relations commerciales normales avec l'Iran. La Chine ne cédera jamais à la pression d'aucun pays qui exigerait qu'elle cesse d'acheter du pétrole ou du gaz à l'Iran,
Cela ne regarde personne d'autre. Il s'agit purement d'une affaire bilatérale entre la Chine et l'Iran. Aucun autre pays n'a la légitimité d'exiger un changement fondamental dans les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Iran. Professeur Gao, venons-en maintenant à l'Asie. À mon sens, bien sûr, la Chine est la deuxième plus grande puissance en Asie, car la première, c'est les États-Unis. Je plaisante, bien sûr, mais peut-être pas complètement. Il me semble que la Chine fait face à un double problème en Asie. D'une part, il y a des différends bilatéraux avec certains pays. Je pense à l'Inde, aux Philippines et dans une certaine mesure au Vietnam. Mais il y a aussi le problème plus large de la présence des États-Unis qui crée une sorte d'encerclement de la Chine. Beaucoup de nations, y compris l'Inde, commettent l'erreur de considérer leur sécurité comme participant à cet encerclement de la Chine. Ma question pour vous, professeur Gao, est la suivante. Comment la Chine s'engage-t-elle avec ses voisins asiatiques, compte tenu de ces deux types de problèmes? D'une part, les différends bilatéraux, principalement des questions de frontières, des zones contestées et non réglées. Et d'autre part, la présence des États-Unis. Merci. Avant de répondre à cela, pouvez-vous me dire quelle heure il est en ce moment? 7. Pouvons-nous finir avant 22 heures? Oui, bien sûr. D'accord, oui. Merci de m'aider à surveiller le temps. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Merci. La région asiatique est aujourd'hui une partie très importante du monde, en particulier certaines zones d'Asie, car elles sont très dynamiques dans leur développement économique. La Chine a au total 14 pays voisins terrestres et jusqu'à 6 pays voisins maritimes. La Chine a signé des traités frontaliers avec 12 de ses 14 voisins terrestres. Il n'y a que 2 pays, à savoir l'Inde et le Bhoutan, qui est contrôlé par l'Inde, qui n'ont pas signé de traité frontalier avec la Chine. Pour ce qui est des voisins maritimes, qui incluent par exemple en particulier les Philippines, il existe des différends territoriaux. Mais du point de vue chinois, les raisons de la souveraineté chinoise sur les atolls, récifs et îles de la mer de Chine méridionale sont bien documentées dans l'histoire. Même sans remonter plus loin dans l'Antiquité, si l'on considère simplement la fin de la Seconde Guerre mondiale en août 1945, lorsque le Japon s'est rendu sans condition, le Japon a cédé toutes les îles, atolls et récifs de la mer de Chine méridionale à la République de Chine, qui était alors une alliée des États-Unis dans la défaite du fascisme japonais en 1945. À cette époque, il n'existait pas de Vietnam indépendant, qui était une colonie française. Il n'y avait pas de Malaisie indépendante, qui était une colonie britannique. Il n'y avait pas d'Indonésie indépendante, qui était une colonie néerlandaise, et il n'y avait pas de République indépendante des Philippines, qui était une possession des États-Unis. La Chine était le seul pays à se tenir debout dans la dignité, tout en souffrant énormément, perdant plus de 30 millions de ses habitants lors de la défaite du fascisme japonais. Par conséquent, si quelqu'un souhaite contester la souveraineté de la Chine sur les îles, atolls et récifs de la mer de Chine méridionale, qu'il lise les documents de reddition du Japon et qu'il se renseigne sur la manière dont le Japon a cédé toutes les îles, atolls et récifs de la mer de Chine méridionale à la République de Chine. Ainsi, la Chine a la légitimité de conserver ses territoires en mer de Chine méridionale comme ses territoires souverains, et la Chine s'engage à résoudre les différends territoriaux s'il y en a, que ce soit entre la Chine et ses voisins maritimes ou entre la Chine et l'Inde, et dans une bien moindre mesure entre la Chine et le Bhoutan, par des moyens pacifiques. Cependant, la Chine n'autorisera jamais aucun pays étranger, y compris l'Inde en particulier, à occuper illégalement des territoires chinois.
L'Inde brandit cette soi-disant ligne McMahon comme frontière entre la Chine et l'Inde. La Chine, sous différents gouvernements, n'a par exemple jamais reconnu la légitimité de la ligne McMahon, car elle a été tracée par un fonctionnaire britannique nommé McMahon sans le consentement de la Chine. Le gouvernement chinois ne l'a jamais reconnu, n'a jamais signé ce document, et la Chine n'a jamais reconnu la ligne McMahon comme une frontière légitime entre la Chine et l'Inde. La Chine occupe actuellement plus de 90 000 km² de terre que nous appelons le Tibet méridional en chinois, et pour lesquels les Indiens ont désormais inventé un terme, l'Arunachal Pradesh. Ce n'est pas un territoire indien, c'est un territoire chinois. La Chine exige que l'Inde, tôt ou tard, et le plus tôt sera le mieux, renonce à cette portion de terre, qui est un territoire chinois illégalement occupé par l'Inde. J'espère sincèrement que la Chine et l'Inde utiliseront la diplomatie et les négociations pour résoudre à l'amiable ce différend territorial qui a été créé par un officier britannique lorsqu'ils étaient les dirigeants de l'Inde. L'Inde n'a aucune légitimité, aucun droit de s'approprier ce que les Britanniques ont établi illégalement comme frontière légitime entre la Chine et l'Inde. J'ai même déclaré que si l'Inde souhaite vraiment utiliser la ligne McMahon comme frontière entre la Chine et l'Inde, qui est une ligne illégale et illégitime, alors je pourrais tracer une ligne par exemple le long du fleuve Gange et faire de cette ligne la frontière entre la Chine et l'Inde. Cela serait un véritable choc pour tout le monde en Inde, et cela éveillerait aussi les esprits des Indiens quant à l'illégitimité de la ligne McMahon. Car cette ligne a été tracée illégalement par un fonctionnaire britannique nommé McMahon, et elle ne devrait jamais être reconnue comme la frontière légitime entre la Chine et l'Inde. J'espère donc que la raison reviendra chez les décideurs indiens. Ils reconnaîtront l'illégalité de la ligne McMahon, et l'Inde doit vraiment discuter avec la Chine d'une manière amiable et mutuellement acceptable de résoudre leurs différends territoriaux. À part cela, la Chine entretient de bonnes relations avec presque tous les autres pays de la région asiatique dans son ensemble, y compris les 10 États membres de l'ASEAN, ainsi que des pays comme le Japon, la République de Corée et la RPDC sur la péninsule coréenne. La Chine s'engage toujours à travailler le plus dur possible pour améliorer ses relations bilatérales avec tous les pays d'Asie, ainsi que dans d'autres parties du monde, pour un bénéfice mutuel. Nous sommes toujours inquiets de ne pas avoir assez d'amis, alors qu'il existe un grand pays dans le monde qui semble s'inquiéter de ne pas avoir assez d'ennemis. Let me check the time. Okay, maybe Laissez-moi vérifier l'heure. D'accord. Peut-être que je peux glisser une dernière question. J'ai seulement 5 minutes, mais si vous pouviez être bref, c'est simplement par respect pour votre temps. Je voulais vous interroger sur l'un des faits les plus spectaculaires de l'histoire humaine récente. La façon dont la Chine a su mobiliser des capitaux, mais aussi en créer et améliorer constamment son niveau technologique, ce qui est un exploit vraiment remarquable du point de vue du Sud global. Ma question pour vous, professeur Gao, est la suivante. Les pays du Sud global peuvent-ils s'attendre à recevoir un soutien de la Chine en matière de transfert de technologie et de capitaux à long terme, le genre de choses que la Chine a fait pour elle-même? Parce que certains rapports dans différents milieux évoquent une réticence de la part des Chinois à offrir un véritable transfert de technologie et une insistance plus marquée sur le commerce. Quelle est votre réponse à ces préoccupations? Eh bien, la Chine a entamé l'ouverture vers l'extérieur ainsi que les réformes économiques et politiques dès 1968. Aujourd'hui, plus de 47, voire 48 ans se sont écoulés. Et la Chine a accompli une transformation complète de son économie pour l'amélioration du bien-être de sa population
du niveau de vie des Chinois, ainsi que pour un bénéfice mutuel avec tous les pays ayant entretenu des relations avec la Chine au cours de près de 5 décennies depuis le début des réformes économiques et politiques et de l'ouverture vers l'extérieur. Tout au long de ce processus, la Chine a toujours souligné que le développement est la vérité fondamentale. Et pour parvenir à un véritable développement, il faut assurer la stabilité intérieure et instaurer la paix internationale. Ce sont là tous les principes justes qui soutiennent la stratégie de développement de la Chine. Je crois que si la Chine a pu se transformer complètement en l'espace de 4 ou 5 décennies, tous les autres pays peuvent en faire autant et obtenir des résultats similaires, à condition de toujours considérer le développement comme une vérité fondamentale, de se concentrer sur le développement par tous les moyens, et de toujours préserver et cultiver la stabilité intérieure, tout en s'efforçant de maintenir la paix internationale. Si vous agissez correctement dans ces domaines essentiels, le développement, la transformation et l'enrichissement du peuple de votre pays seront une conséquence logique, et non quelque chose de déformé, ou par exemple, qui vous tomberait du ciel. Non, ce sera le résultat naturel de votre travail acharné, de votre contribution et de votre poursuite incessante du développement. Ainsi, la Chine est disposée à partager tous ses résultats en matière de développement, ses transformations et ses percées technologiques avec le reste du monde, en particulier avec les pays du Sud global. Nous considérons toujours la Chine comme un pays en développement, même si parfois les dirigeants américains affirment que la Chine est déjà un pays développé et n'est plus qualifié comme pays en développement. Ce n'est pas correct en termes de revenus par habitant. La Chine reste relativement basse, autour de 12 ou 13 000 $ américains par personne. Notre objectif est d'au moins doubler, voire tripler cela, afin de devenir véritablement un pays développé d'ici environ 25 ans. Il reste donc encore beaucoup de travail à accomplir en Chine. La taille de l'économie chinoise doit doubler, voire plus, au cours des 20 ou 25 prochaines années. Je crois que le développement de la Chine générera un élan considérable pour la croissance des économies de nombreux autres pays dans le monde. Et les grandes réalisations de la Chine sont un bénéfice pour tous les pays, car elles démontrent que la Chine, en suivant sa propre voie et sa propre feuille de route, peut réellement sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté extrême et atteindre la prospérité pour une population aussi nombreuse. Gardez à l'esprit, s'il vous plaît, qu'en 1968, la taille de l'économie chinoise était plus ou moins équivalente à celle de l'économie indienne. Mais aujourd'hui, l'économie chinoise est environ 5 fois plus grande que celle de l'Inde. Il doit donc y avoir une raison, une explication fondée sur le fait que la Chine a dû faire les choses de manière remarquable, avec d'excellents résultats. Et les autres pays devraient vraiment accélérer et intensifier leur développement économique en favorisant la stabilité intérieure ainsi que la paix régionale et internationale. Merci beaucoup. Professeur Gao, merci beaucoup pour votre temps. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.